cadre de la Journée de l'Afrique organisée par l'Association des historiens du Sénégal, nous avons l'immense privilège d'accueillir aujourd'hui l'un des penseurs majeurs de la scène intellectuelle et politique africaine contemporaine, le professeur Abdoulaye Badji. Professeur titulaire de classe exceptionnelle en histoire contemporaine, il s'est incontestablement imposé au fil des décennies comme une figure intellectuelle de premier plan à la croisée de la recherche historique, de l'analyse géopolitique et de l'engagement citoyen. C'est avec un réel plaisir que j'ai accepté de participer, non pas en tant que tel à une conférence, mais à un échange avec vous sur ce thème que je considère comme particulièrement important par les temps qui courent. Je voudrais remercier l'Association des historiens du Sénégal pour tout le travail qu'ils font pour que l'histoire des travaux scientifiques participent de la connaissance de nos sociétés, la connaissance de l'Afrique et surtout la transformation du continent africain, notre cher continent. C'est bien sûr avec beaucoup d'émotion que je prends la parole ici, dans cet amphithéâtre, en ces lieux symboliques. L'Université de Dakar, l'Université FAN de Dakar, a toujours participé à travers les mouvements étudiants, à travers les activités des enseignants, à cette lutte pour l'indépendance du continent africain. L'histoire est très importante. Professeur Badji, vous l'avez dit tout à l'heure, professeur Sow, c'est une discipline qui nous permet de nous connecter à notre passé. J'aime toujours dire que, avec le grand historien Marc Bloch, l'histoire, c'est cette science qui unit l'étude des morts à celle des vivants. Il faut savoir d'où l'on vient pour comprendre ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est en comprenant ce qu'on est aujourd'hui qu'on peut tracer une trajectoire pour l'avenir. L'Université de Dakar a participé à cet élan de libération à travers ces différents mouvements. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, professeur Sow et Badji, la date du 25 mai est une date très importante dans notre histoire. C'est le jour où, en 1963, a été signée la charte qui a porté sous les fonds baptismaux l'organisation de l'unité africaine en tant que projet
pendant des siècles par les Africains ici sur le continent et les diasporas. Précisément, comme vous le savez, la conférence a été ouverte justement le 24 mai, 2 jours de sommet de chefs d'État. Et ce sommet a été le couronnement d'une longue histoire qui est celle de l'émancipation des Africains et des Africains de la diaspora. À travers un mouvement que vous connaissez bien, le panafricanisme. Précisément, c'est Kwame Nkrumah qui a été la cheville ouvrière de cette conférence des chefs d'État et de gouvernement qui se sont réunis à Addis Abeba les 24 et 25 mai 1960. Dans son ouvrage PAF, Revolutionary PAF, itinéraire révolutionnaire, qui est une sorte de somme de textes qu'il a réunis pendant son exil à Conakry, il a expliqué en détail tout le processus qui a conduit à cette conférence des chefs d'État, rappelant les premières conférences panafricaines qui se sont tenues surtout en Europe, jusqu'à la conférence, 4e conférence panafricaine de Manchester en Angleterre, qu'il a lui-même convoqué et dirigé avec son ami Georges Padmore, antillais. Son retour au Ghana, qui s'appelait à l'époque, comme vous le savez, la Côte de l'Or, la colonie de la Côte de l'Or, la création de son parti, le parti de la Convention du peuple, après avoir rompu avec l'Union of Gold Coast Convention, la convention de la Gold Coast qu'il trouvait trop timorée à son goût. Et surtout, c'est le premier en Afrique au sud du Sahara à avoir conduit à travers son parti, le parti de la Convention du peuple, une colonie, la colonie de la Gold Coast à l'indépendance le 6 mars 1957. En donnant au nouvel État indépendant, le premier État indépendant noir, décolonisé, en donnant le nom symbolique de Ghana, pour se connecter à l'histoire de l'Afrique. En effet, le peuple Akan, dans leur tradition historique, se rattache à l'ancien empire du Ghana, Ouagadougou, qui a occupé toute l'actuelle Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique de l'Ouest actuelle, pratiquement de la Mauritanie jusqu'à l'océan Atlantique, y compris évidemment le Ghana actuel. Pour lui, c'était un témoignage de fidélité à l'histoire du continent africain. Nkrumah nous relate dans les détails les efforts qu'il a menés
déjà en 1958, en convoquant la conférence des États indépendants. À l'époque, c'était le Libéria qui était un État fondé par les esclaves libérés. C'était l'Éthiopie. Et il s'est employé à convaincre les dirigeants de ces pays à soutenir le processus de décolonisation. Comme il savait, il connaissait les limites des relations entre États, il a convoqué la conférence des peuples africains à Accra en 1958. Quand il parle de conférence des peuples africains, c'est évidemment au-delà de ces États ou des représentants de ces colonies, les organisations politiques, les organisations syndicales, les mouvements élèves, les mouvements étudiants, qui se sont tous réunis à Accra en 1958. Et grâce au soutien de Nkrumah à tous ces mouvements, le processus de l'indépendance a connu une accélération dans les dernières années 50, 58, 59, 60. Et comme vous le savez, à l'époque, avec la guerre froide, ce qu'on appelait à l'époque le camp socialiste, dirigé par l'Union soviétique, les pays occidentaux, les États-Unis en tête, les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, il existait une division sur le continent africain entre ceux qu'on appelait les dirigeants modérés et les dirigeants révolutionnaires. C'était des qualificatifs de l'époque. Le groupe de Monrovia, parce que la conférence de ce groupe s'est tenue à Monrovia, au Libéria, représentant les modérés, et le groupe de Casablanca, au Maroc, représentant à l'époque les progressistes, à travers le roi de l'époque, le roi Mohamed V du Maroc. Grâce à son entre-gens diplomatique, Nkrumah a pu rassembler ces groupes rivaux, adversaires même, pour mettre en place un processus d'unification qui va conduire à la réunion d'Addis Abeba en 63. Donc, il est véritablement le champion de l'unité africaine. Il voulait matérialiser le projet de libération politique, matérialiser le projet de transformation économique et sociale du continent. Convaincu qu'il était que sans l'unité du continent, il n'y avait pas de possibilité de développement, il n'y avait pas de possibilité de libération. Et c'est ce qui fait que pour la libération politique, Nkrumah, après cette conférence d'Addis Abeba, s'est employé à mettre en place des structures, à
convaincre les autres chefs d'État de mettre en place les instruments de l'unité, les instruments de l'indépendance du continent africain. Et à cette conférence, aujourd'hui, lorsqu'on regarde les conclusions des travaux, les décisions qui ont été prises, on se rend compte de toute l'actualité des idées de Nkrumah. Il voulait un gouvernement continental. Les États-Unis d'Afrique, à travers une institution au niveau continental qui va permettre à l'Afrique de parler d'une seule voix face au reste du monde. Il voulait la mise en place de mécanismes de diplomatie collective pour que les Africains face aux grandes puissances de l'époque parlent avec une même voix. À l'époque déjà, il y avait, comme vous le savez, la crise du Congo, l'actuelle République démocratique du Congo. En 1960, la crise politique a éclaté au Congo-Kinshasa. Le Premier ministre Patrice Lumumba a été assassiné. Et Nkrumah avait prévu ce processus à travers la lecture politique qu'il faisait de la situation au Congo. Il a écrit un remarquable ouvrage d'ailleurs sur la crise congolaise. À cette époque, il a offert d'envoyer des troupes ghanéennes au Congo pour défendre le gouvernement de Patrice Lumumba contre ses rivaux alliés aux Occidentaux. Vous connaissez la suite. Patrice Lumumba étant assassiné, le Congo pendant des décennies a connu une crise jusqu'au coup d'État de Mobutu, qui pendant plus de 20 ans a régné à mettre dans ce pays immensément riche, convoité par toutes les multinationales, comme aujourd'hui. Le projet porté par le panafricanisme pour l'indépendance et la libération du continent est un vieux projet dont Nkrumah a été le principal champion. Nkrumah croyait qu'il n'était pas possible, avec la configuration des États dispersés du continent, divisés en francophones, lusophones, anglophones, que ces États fragmentés puissent assurer le développement économique. C'est pourquoi, dès le départ, il a proposé non seulement l'unification politique, mais les instruments qui vont permettre à ce projet de se réaliser au bénéfice des populations africaines. Déjà, il avait proposé la mise en place d'une banque centrale, d'une monnaie commune au continent. D'une armée
commune pour défendre le continent contre les agressions extérieures. Tout cela, c'est des idées de groupe. Mais très rapidement, les adversaires du continent africain ont vu dans ces idées audacieuses de Nkrumah une menace pour leurs intérêts en présence. C'est pourquoi, dès 1964, après la deuxième conférence qui s'est tenue au Caire, grâce au soutien du président Gamal Abdel Nasser d'Égypte, une offensive a été menée pour éliminer Nkrumah. La troisième conférence devait avoir lieu au Caire, à Accra, la capitale ghanéenne. Un certain nombre d'États se sont abstenus de participer à la troisième conférence des chefs d'État. En 1965. Et en 1966, comme vous le savez, un coup d'État militaire a renversé Nkrumah, qui a été contraint à l'exil. Naïvement, on lui avait dit, compte tenu de ton aura, les Américains et les Vietnamiens ne s'entendent pas, il y a la guerre au Vietnam, toi tu es le seul capable de ramener la paix au Vietnam. Il s'est engagé dans cette mission de bons offices. Et c'est là que, naturellement, les militaires ghanéens, instrumentalisés par la CIA américaine, se sont emparés du pouvoir le 26 février 1966. Et l'histoire de cette université est un peu liée à ça. L'université de Dakar. Les étudiants, de manière spontanée, se sont mobilisés, sont sortis des amphis, ont organisé des manifestations ici à Dakar, devant les ambassades des pays occidentaux, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et c'est de cette dynamique de lutte des étudiants de l'université de Dakar que sont nés les principaux mouvements étudiants. L'Union des étudiants de Dakar, l'Union démocratique des étudiants sénégalais, qui ont mis à leur plateforme la question de l'unité du continent, la question de la libération du continent. Et l'africanisation de l'université de Dakar. Pour ceux que ça intéresse, j'ai écrit dans mon livre Mai 68 à Dakar, la révolte universitaire et la démocratie. Je ne fais pas de la publicité pour moi. Mais vous voulez connaître un peu comment l'université de Dakar est connectée à ce vaste mouvement pour la libération du continent. Le panafricanisme voulait réhabiliter le continent africain. Comme nos collègues l'ont dit tout à l'heure, faire de l'Afrique un acteur
de l'histoire mondiale à nouveau. Mon président, que vous connaissez bien, il y a quelques années, il est venu dans cet amphithéâtre pour dire que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Évidemment, il avait exposé son ignorance et ses préjugés. L'Afrique a toujours été comme acteur dans l'histoire. Suivant les époques, bien entendu, ce rôle a varié. L'Afrique est d'abord le berceau de l'humanité. C'est ici, dans ce continent, jusqu'à preuve du contraire, que l'espèce humaine a pris son envol. Vous les historiens, vous le lisez dans le manuel, document, ça ne se discute plus, pour l'instant en tout cas, au niveau actuel de nos connaissances. L'être humain a fait ses premiers pas sur ce continent. Et pendant des millénaires, le continent africain a connu une évolution comparable à d'autres régions du monde. De manière autonome, que ce soit la métallurgie, que ce soit la domestication des plantes, avec la révolution agricole, bref, dans beaucoup d'autres activités, l'Afrique, pendant des millénaires, a connu un développement important et même avant et beaucoup plus en avance que d'autres régions du monde, y compris l'Europe. Pas seulement l'Égypte ancienne, dont on parle, que l'œuvre de Cheikh Anta Diop et même des précurseurs ont mis en évidence, mais d'autres régions d'Afrique que l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie, l'Afrique australe, le delta du Niger, toute cette vaste région de l'Afrique de l'Ouest. Il y a eu des expériences de développement très variées avant les Européens, qui font que l'Afrique est non seulement a été le berceau de l'humanité, mais également a eu cette expérience de progrès technique. Si vous prenez le cas simplement de l'Afrique de l'Ouest, au temps des grands empires, du Soudan, l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire Songhai. À cette époque, il y avait dans le monde des régions très avancées. Et parmi ces régions très avancées, beaucoup étaient sur le continent africain. L'Europe dormait encore.
pourquoi les choses ont changé et quand? Un historien que l'on cite souvent a écrit ce beau livre qu'on appelle L'économie de l'Empire portugais au XVe et XVIe siècle. Il s'agit de Vitorino Magalhães Godinho, un historien de la péninsule ibérique. À partir du XVe, XVIe siècle, certaines évolutions vont bouleverser le rapport entre les continents. À partir de révolutions techniques, par exemple les techniques de navigation, initiées par les bourgeoisies italiennes avec le soutien des monarchies de la péninsule ibérique, Portugal et Espagne. Le gouvernail des tambours qui a permis l'accélération de la navigation sur les océans, cette révolution, semblable à ce que nous avons aujourd'hui, le numérique, a bouleversé le rapport des forces. Et le point de départ de ce renversement dans les relations géopolitiques mondiales, c'est le fameux traité de Tordesillas entre l'Espagne et le Portugal, qui ont décidé de se partager le monde grâce évidemment à la maîtrise de l'Atlantique, l'océan Atlantique, la navigation autourienne. Et c'est le point de départ de cette immense tragédie de l'esclavage que vous connaissez tous très bien. On y a fait allusion tout à l'heure. Cela a changé complètement les perspectives du continent. Le continent qui était en avance sur les autres, sur plusieurs plans, la traite négrière, la traite atlantique, a modifié complètement la situation intérieure des pays d'Afrique. Et changer le rapport des forces entre l'Afrique et le reste du monde. Ces processus sont largement décrits, comme les historiens le savent, dans plusieurs ouvrages remarquables. L'ouvrage de Walter Rodney, How Europe Underdeveloped Africa, comment l'Europe a sous-développé l'Afrique. Un historien de la Jamaïque qui pendant longtemps a travaillé à l'université de Dar es Salaam, jusqu'en dans les années 70. J'ai eu à le rencontrer à l'époque quand j'allais à l'université de Dar es Salaam comme examinateur 77, 78, 79. Ce processus a mené au sous-développement du continent. D'autres historiens, comme notre regretté ancien Abdoulaye Ly, à la Compagnie du Sénégal, a bien démontré aussi
comment, à partir du 16e, 17e, 18e siècle, le continent africain, l'Europe, l'Amérique ont été connectés, et évidemment l'Afrique étant le continent évidemment lésé dans ce honteux trafic de l'esclavage. Emmanuel Wallenstein, au Modern World System, également, a décrit ce processus, comment s'est mis en place ce nouveau système mondial qui a reconfiguré les relations entre les continents au détriment en particulier de l'Afrique. Donc c'est l'ère de la dépossession du continent africain, de ses capacités, et c'est le début de la suggestion des populations. C'est l'ère coloniale longue qui va se poursuivre jusqu'au XXe siècle. Dès cette époque, l'Afrique était convoitée non seulement à travers l'esclave par ces êtres humains, ces populations qui sont allées enrichir d'autres terres, l'Amérique, l'Europe, tel que ça a été de manière très convaincante développé dans le livre de Eric Williams, Capitalism and Slavery, Capitalisme et esclavage. Eric Williams a été Premier ministre de Trinidad et Tobago. C'est un historien particulièrement doué sur l'histoire de la connexion des Antilles, du continent américain et de l'Afrique dans cette période initiale de la colonisation. Mais également au XIXe siècle. Vous le savez, lorsque l'esclavage a été aboli et que l'industrialisation a été mise en place en Europe, d'autres matières premières étaient nécessaires à la construction industrielle de l'Europe. Et le besoin s'est fait sentir de contrôler même les territoires. C'est ainsi que la conférence de Berlin a été convoquée. De 1884, février 1884 à novembre 1885, conférence communément appelée conférence du partage de l'Afrique entre les grandes puissances. Cela a accéléré la marginalisation du continent africain. Malgré les résistances qui se sont développées un peu partout sur le continent africain, mais qui, une à une, ont été vaincues, comme vous le savez. Dans les tentatives d'explication de ce phénomène, des historiens qui tentaient de camoufler cette entreprise de colonisation, de partage du continent africain,
se sont évertués à montrer que, en réalité, l'Angleterre, par exemple, n'était pas intéressée à la conquête de l'Afrique. Le fameux ouvrage qui a développé ces thèses, c'est celui de Robinson et Gallagher, Africa and the Victorians, the Official Mind of Imperialism, qui n'ont que, en réalité, à la fin du 19e siècle, l'Angleterre n'était pas intéressée à la conquête de l'Afrique. Pour l'Angleterre, ce qui importait surtout, c'était l'Inde, le joyau de la couronne britannique. L'Angleterre qui était à la tête d'un vaste empire colonial et maritime sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Évidemment, notre historien français, Henri Brunswick, a développé une thèse semblable, disant que la France n'était pas intéressée à la conquête du continent africain. En réalité, la France voulait simplement, a été mise devant le fait accompli par ses militaires, comme Fédère, comme Lyautey, comme Gallieni. Ce sont donc les militaires qui auraient décidé d'imposer à la France la colonisation. Bien entendu, c'est une thèse qui ne résiste pas. À la fin du 19e siècle, c'est une compétition entre puissances économiques pour s'emparer de territoires, s'emparer de ressources de ces territoires, soumettre les populations. Et c'est ce qui a mené à la colonisation directe. Ces transformations de la géopolitique sont liées à des intérêts colossaux. Derrière les activités, que ce soit les activités des militaires, des administrateurs ou des compagnies commerciales. Le Sénégal devait devenir une colonie de l'arachide, le Ghana, la Côte de l'Or, et la Côte d'Ivoire, des colonies du cacao, du café, le Tchad, colonie du coton, etc., etc. Sans compter les autres ressources minérales. Le processus de colonisation, bref, est bien connu. C'est abondamment expliqué dans les manuels, dans les cours que vous avez, les étudiants. Mais, comme tout système de domination, la colonisation, évidemment, a entraîné une réaction, des résistances. Et c'est là que le mouvement panafricain, dans ses multiples dimensions, s'est engagé pour la libération, pour mettre fin à la fois au processus colonial et ouvrir de nouvelles perspectives aux populations victimes de cette colonisation. La réponse africaine est venue évidemment du dedans, à travers différents mouvements
sociaux, politiques, mouvements syndicaux et ce qu'on a vu avec la Deuxième Guerre mondiale, la première d'abord, mais surtout la Deuxième Guerre mondiale, dans tous les continents, victimes de ce processus de colonisation et de dépendance, une solidarité a commencé à naître entre les victimes. Non seulement déjà la révolution russe, née des turbulences de la guerre, de la Première Guerre mondiale, a créé une nouvelle situation géopolitique dans le monde. Le Comintern, l'international communiste, mais aussi la solidarité entre les mouvements nationalistes dans les différents pays d'Asie, d'Afrique, ont commencé à se rencontrer à l'occasion de ces réunions internationales et cette solidarité va mener à la mise en place d'un processus de libération. Déjà, la révolution du mouvement nationaliste chinois la situation en Inde, avec l'indépendance de l'Inde, la victoire de Mao Tse-tung en Chine, a bouleversé le rapport des forces, non seulement en Asie, mais l'émergence du géant chinois a créé les conditions favorables à l'émergence de différents mouvements sur le continent asiatique, mais aussi en relation avec les mouvements en Afrique. Parmi les réunions les plus importantes à cet égard, il y a celle de Bandung en 1955. Pour la première fois, des mouvements de libération nationale sur le continent africain et le continent asiatique se sont regroupés en Indonésie. Et c'est le point de départ de cette solidarité des peuples colonisés. Et naturellement, Kwame Nkrumah était présent à cette conférence de Bandung, Gamal Abdel Nasser d'Égypte, à cette conférence de Bandung, et bien entendu, dans les 10 dernières années, à partir de 1955, le continent allait bénéficier de ce mouvement d'émancipation. Bien entendu, le mouvement panafricain, la conférence d'Addis Abeba, la création de l'Organisation de l'Unité africaine marque des étapes importantes dans le projet de libération. Mais
Ce que nous devons reconnaître aujourd'hui, c'est que 60 ans après, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. L'espoir de se libérer de la tutelle coloniale, de construire un nouveau système économique, un nouveau système politique, réaffirmer l'identité de l'Afrique, sa culture. Il y a encore énormément de chemin. Les gens de notre génération, nous avons été témoins de tout cela, avec beaucoup de déception, je dois le dire, devant vous les jeunes. Comme le disait le dirigeant politique kényan, Odinga, not yet Uhuru. Malheureusement, la victoire est encore, la libération encore attendue. Les causes de ce qu'on peut appeler effectivement un échec par rapport à l'objectif stratégique qui est tracé sont nombreuses. C'est pourquoi il importe aujourd'hui de mener une réflexion sereine, dépassionnée, de ce qui se passe, de ce qui nous est arrivé. Nous avons besoin, nous, Africains, de moins de slogans et de plus de réflexion approfondie, d'analyse froide de la situation, d'autocritique, puisque lorsqu'on considère ce qui s'est passé, l'Asie nous a dépassés sur beaucoup de plans. L'Amérique du Sud nous a dépassés. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Nous devons nous interroger sur ces questions sans complaisance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de discours, mais l'autocritique manque. Nous devons le faire. Des décennies de crise de gouvernance nous ont handicapés, ne nous ont pas permis d'atteindre cet objectif stratégique décliné à la conférence d'Addis Abeba 24 et 25 mai 1963. Nos économies ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nos systèmes politiques sont en crise dans tous les pays et globalement. Puis, notre indépendance politique obtenue de haute lutte est plus que jamais menacée aujourd'hui par des crises sécuritaires dans des pans entiers du territoire africain.
ce soit en Afrique de l'Ouest ici, au Sahel, en Afrique de l'Est, la République démocratique du Congo, quotidiennement, ces images nous parlent et nous doivent nous amener à nous interroger. Si vous regardez une carte du continent africain aujourd'hui, il y a beaucoup plus de militaires étrangers, de bases militaires étrangères sur le continent africain qu'au moment du partage de l'Afrique, au 19e siècle. C'est ça, c'est un fait. Regardez par exemple mon pays, au bord de l'océan Indien, où il y a au moins 10 bases militaires étrangères. Non seulement nous n'avons pas atteint notre objectif stratégique, mais les chemins qui y mènent aujourd'hui sont quasi bloqués. Vous constatez tous aujourd'hui, quand vous suivez l'actualité, que l'Afrique est dans différents partenariats avec différents pays du monde. Et ces partenariats nous transforment non pas en acteurs de notre propre destin, mais en supplétifs des intérêts de ces soi-disant partenaires. Quand vous entendez, il y a une conférence au sommet entre l'Afrique et la France, entre l'Afrique et le Portugal, entre l'Afrique et la Turquie, l'Afrique et les États-Unis, l'Afrique et la Chine, l'Afrique et le Portugal, tous les pays. Une trentaine de pays étrangers qui veulent chacun individuellement réunir autour de lui les 53 pays africains. Parce que l'Afrique est devenue aujourd'hui un objet de convoitise pour ses richesses minérales de toutes sortes. Et malheureusement, la réponse au niveau continental tarde encore à se mettre en œuvre. Est-il possible de dégager d'autres perspectives que cette tendance à la régression du continent? Je pense que oui. Si la volonté politique s'affirme, non pas à travers les discours, mais à travers un engagement au niveau déjà de chaque pays et de manière solidaire entre les pays. Plus que jamais, la lutte en solo est vouée à l'échec. Plus que jamais,
il sera nécessaire de se mettre ensemble. Ce n'est pas en nous séparant que l'Afrique va se tenir debout et prendre le chemin de son développement. Parce que il est évident que ce qui nous est arrivé, la crise politique, la crise de gouvernance, a un rôle essentiel. Quand je parle de crise de gouvernance, c'est évident à travers la manière dont nos économies sont gérées. La corruption, l'appropriation des ressources collectives par une poignée d'individus. C'est une des sources de nos malheurs. L'Afrique a les moyens de son développement. Mais elle n'a pas la volonté politique pour traduire ces moyens en réalité tangible pour les populations à la base. Cela se voit partout. J'ai eu la chance, au cours des dernières décennies, d'avoir visité tous les pays d'Afrique à différents moments et à différentes qualités. Il n'y a pas un seul pays d'Afrique que je n'ai pas visité. On constate des mots semblables un peu partout, du nord au sud, d'est à l'ouest. Ces mots qui ont bloqué notre développement. La gestion politique. Regardez toutes ces crises. Elles sont dues à quoi, la plupart? L'inaptitude à gérer la diversité. Diversité culturelle, diversité politique, diversité sociale. C'est des symptômes qu'on voit un peu partout. Les coups d'État militaires. Depuis l'indépendance, il y a eu plus de 200 coups d'État militaires en Afrique. Plus de 200 coups d'État. 225 et ça continue. Les crises de la démocratie. Nous devons mener une réflexion audacieuse et nouvelle sur ces questions, de manière collective, pas individuelle. Naturellement, il faut engager le débat. Nous ne pouvons pas nous en sortir en disant qu'il faut retourner au passé. Oui, le passé est important, mais il faut en tirer les bonnes leçons. J'entends souvent les gens dire, ah, maintenant, la démocratie a échoué, maintenant, l'Empire Mandingue a créé la chambre de Kokan-Fougan, il faut qu'on retourne là. Non, il faut retourner à Kokan-Fougan. Nous ne devons pas y retourner, ce n'est pas la voie, ça c'est de l'impasse. Pour nous, historiens, c'est une aberration de prôner au retour à Kokan-Fougan.
Koukan-Fouga est intervenu dans quel contexte historique? Une association de chasseurs malégués dirigée par Soundiata Keïta a voulu s'émanciper d'abord de l'Empire du Ghana, mais surtout du royaume du Soso, dirigé par Soumaoro Kanté. Chef des forgerons tout puissants à l'époque au Sahel. Il dominait cette région. Ce groupe de chasseurs malégués, après la victoire, avec leurs alliés, se sont réunis à la plaine de Koukan-Fouga et ont décidé de se distribuer les rôles. Les vainqueurs, bien entendu, porteurs de carquois et de flèches, vont diriger le pays de manière indéfinie, ad vitam aeternam. Les Keïta vont diriger le Mandin. Les forgerons resteront forgerons, les griots resteront les griots. Chacun restera à sa place. Quid de la mobilité sociale? Quid de la promotion sociale? Est-ce que nous voulons retourner à ce type de gestion de nos sociétés? Non. Nous voulons construire des sociétés démocratiques. Il n'y a pas de modèle absolu. La démocratie, c'est quoi? C'est dans une société où chaque citoyen aura sa voix qui compte dans le façonnement du destin de l'ensemble de la société. Donc, évitons les pièges de la soi-disant refondation de l'africanisation. Il y a beaucoup de propos démagogiques fondés sur une ignorance des réalités historiques, des contextes. Nous voulons, pour que le projet de libération réussisse, que chaque citoyen africain, là où il est dans son pays, à travers un processus électoral ou d'autres mécanismes de consultation transparents, puisse participer à l'élaboration des idées qui vont permettre à la société de progresser, d'avancer. Et que personne ne soit laissé en route. C'est ça l'essence même de la démocratie. On peut l'appeler autre chose, mais c'est ça, fondamentalement. Une société où ça n'existe pas, on ne peut pas parler de ça. Une société où des militaires se réunissent dans une caserne et décident à la place de tous les autres. Ça, c'est pas de la démocratie. Et ça n'a marché nulle part. Par exemple, dans les pays d'Israël, vous prenez le Mali, il y a eu 5 coups d'État dans l'histoire, depuis 68. Au Burkina Faso, il y a eu 8 coups d'État. Le Niger, 5 coups d'État. En réalité, les militaires ont occupé plus de temps au pouvoir que les civils. Donc ce n'est pas ça un modèle pour les citoyens. Parce que chaque citoyen doit savoir compte dans les décisions qui sont prises en son nom et pour lui. Il faut participer. Donc, ça, ce n'est pas une perspective. Il faut également
l'unité, ce n'est pas seulement pour le cœur. L'unité aussi, pour le cœur, mais surtout la raison. Nos pays, pris individuellement, sont trop petits pour être des espaces de développement. Il faut que nous nous mettions ensemble pour que nos ressources naturelles, nous puissions décider comment les transformer dans nos pays. Et que nous ne restions pas simplement des exportateurs de produits pour aller enrichir d'autres, développer des industries dans d'autres pays. L'Afrique a les moyens aujourd'hui d'arriver à mettre en poule les réserves de matières premières dont elle dispose pour créer les conditions d'une industrialisation du continent. Et sans cette industrialisation du continent, on ne peut pas parler de régler la question, par exemple, des millions de jeunes, 20 millions de jeunes viennent sur le marché du travail chaque année, sur le continent. 20 millions de jeunes. Comment trouver du travail? Moi, en première année, dans cette université, en première année d'histoire, on était 20 en classe. Toute l'université, on avait 3000 étudiants. Aujourd'hui, vous êtes combien? À l'université de Dakar, plus de 100 000. Mais comment faire face à cette situation si on ne crée pas des conditions économiques capables d'accueillir tous ces jeunes diplômés dans toutes les branches du savoir et du savoir-faire? Il faut arriver à créer des réseaux de solidarité entre les pays. L'Afrique a les moyens aujourd'hui de produire tout ce qu'il mange. Mais regardez la balance commerciale de tous nos pays. Vous verrez que les importations en produits vivriers sont aujourd'hui en défaveur du continent. On fait un tour dans les marchés, on fait un tour dans les boutiques. Ça va bien compte. Il y a donc aujourd'hui la nécessité de repenser fondamentalement notre relation au reste du monde. La configuration du monde telle qu'elle est aujourd'hui montre très clairement que tous ceux qui sont aujourd'hui nos partenaires, qu'ils soient de l'Est, de l'Ouest et d'ailleurs, cherchent leur intérêt, c'est normal, ils cherchent leur intérêt. Mais c'est à nous à nous efforcer aussi, non seulement d'identifier nos intérêts, mais de nous organiser pour les affirmer sur la scène internationale. Sans quoi,
ce qui est en train de se faire aujourd'hui, la dynamique qui est en cours aujourd'hui, se fera encore à notre détriment, comme à la conférence de Berlin au XIXe siècle. Et ce n'est pas simplement une hypothèse d'école. La réalité, les faits nous le montrent. Regardez de plus en plus ce qui est en train de se passer. Qui aurait imaginé un partenariat entre la Russie et l'Amérique de Donald Trump, avec toutes les conséquences. L'Europe, comme on dit vulgairement, les peuples n'ont pas d'amis, ils ont que des intérêts. Ça, c'est une réalité de la géopolitique. Il ne faut pas penser que d'autres feront notre travail à notre place. Si nous voulons compter à nouveau, selon l'agréable expression de notre collègue Mamadou Diouf, dans le temps du monde, il nous faut non seulement affirmer notre identité, nous engager objectivement dans ce projet de libération qui était le rêve de Kwame Nkrumah et de ceux qui étaient avec lui. Le 24 mai et le 25 mai 1963. Comme je le disais tout à l'heure, c'est par là que je terminerai, une approche critique de nos expériences diverses est nécessaire. Nous devons arrêter de contempler simplement les professions de foi admirer les actes de bravoure de tel ou tel leader. J'ai eu la chance d'avoir rencontré beaucoup de ces leaders, certains de nos vivants, des débats, des discussions. Beaucoup de bravoure, beaucoup d'héroïsme dans les actes. Mais au-delà de cela, il importe pour nous, aujourd'hui, si nous voulons avancer, d'avoir une approche critique de ce qu'ils ont pu faire. Qu'est-ce qui a réussi? Qu'est-ce qui n'a pas réussi? Pourquoi même ils ont échoué? Les causes internes de ces échecs. Les causes externes aussi, bien entendu. Mais il ne serait pas normal de considérer que tout ce qui nous arrive, c'est la faute des autres. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? Donc, aujourd'hui, dans cette nouvelle configuration du monde, nous avons besoin d'un panafricanisme d'action, de réflexion, qui n'est pas une entreprise individuelle, mais une entreprise collective
des citoyens dans les pays qui réfléchissent ensemble, décident ensemble, qui ne confient pas leur destin à un individu, quel qu'il soit. Nous avons vu ce que, malgré les efforts de l'Okruma, qu'est-ce que ça donnait. Je vous rappelle un débat que j'ai eu avec le président Thomas Sankara le 2 avril 1987, quelques semaines avant son assassinat, sur la crise politique au Burkina Faso. Les problèmes de la région à cette époque. Avec Rawlings, ses camarades. Donc, chers collègues, chers amis, chers étudiantes et étudiants, la situation du monde actuel nous interpelle tous en quelque sorte. Nous devons examiner de manière critique notre parcours, le parcours de notre continent. Et tracer une nouvelle voie de manière collective dans la solidarité, pas dans la division. Je vous remercie.